Belphégor par Arthur Burned. Première partie. Le mystère du Louvre. Chapitre 9. L'agonie d'un cœur. Dans un boudoir de style très moderne, aux meubles bas, massifs, aux tentures sombres et aux murs rectilignes que n'égayait aucun tableau, Simone Desroches, l'air alangui, était étendue sur un divan noir. Debout près d'elle, Maurice de Thouars, dont l'élégance raffinée accusait encore le type de bellâtre qu'il représentait avec une si constante infatuation, la contemplait avec une expression dans laquelle il entrait beaucoup plus de désir que de pitié. D'une voix à laquelle il s'efforçait de donner une intonation à la fois persuasive et caressante, il lui disait « Permettez-moi, ma chère amie, de vous affirmer, avec tout l'immense attachement que je vous porte, que vous avez eu tort d'envoyer Mademoiselle Bergen chez Jacques Bellegarde. Ce journaliste était le dernier que vous eussiez dû choisir. Son âme est à l'antipode de la vôtre. Il n'a ni les élans ni les inspirations d'un artiste. Ce qu'il vous eût fallu, à vous, c'était l'amant. Oui, l'amant intégral, celui qui ne vit que par l'amour et pour l'amour. » Maurice de Thouars se pencha vers Simone, mais d'un geste las, la jeune femme l'écarta. « Laissez-moi, fit-elle d'une voix brisée. » Et elle ajouta, le regard perdu et comme fixé sur un rêve entrevu, s'envolant lentement. « Je sens bien que vous avez raison, mais comment vous écouterai-je quand je ne m'entends plus moi-même ?» Tout à coup, son visage douloureux s'éclaira d'un furtif rayon d'espoir. Un cri léger lui échappa, et sans trop d'effort apparent, elle se redressa sur son divan. Mademoiselle Bergen venait d'entrer dans la pièce. Elle avait encore son manteau et son chapeau. Vite, elle s'enfuit vers Simone, qui l'interrogeait d'un œil anxieux. « Il va venir, » déclarait la Scandinave, en saisissant les mains que son amie lui tendait. « Il va venir, » répétait Simone, qui parut renaître subitement à l'existence. Le visage de Maurice de Thouars se rembrunit. « Quand cela ?» interrogeait la poétesse. « Dans un instant. » Un taxi stoppait devant l'hôtel, suivi à distance par la voiturette du mystérieux bossu. Simone fit d'un ton presque impérieux. « Laissez-moi. » Monsieur de Thouars s'inclina avec déférence. Mademoiselle Bergen lui fit signe de la suivre, et tous deux disparurent par une porte qui donnait dans un salon de même style que le boudoir. 2 minutes après, un valet de chambre introduisait Jacques Bellegarde dans le boudoir de Simone. Celle-ci, brisée d'émotion, avait dû s'étendre de nouveau sur le divan noir. À la vue de son amie, les larmes qu'elle cherchait à contenir affluèrent à ses yeux. Et se levant, elle tendit ses mains tremblantes vers celui qui s'avançait vers elle, la figure grave et le regard attristé. Un cri jaillit de ses lèvres. « Toi, enfin, toi !»« Simone !» murmura Jacques, ému par ce grand déchirement. Elle se laissa tomber dans ses bras en sanglotant. « Je ne puis croire que tout soit fini !» Et comme il la sentait fléchir, Jacques, avec beaucoup de douceur, la fit s'asseoir sur le divan. Il y eut un silence, un de ces silences pesants, presque tragiques, qui semblent envelopper de mort les êtres et les choses. « Jacques, » reprenait Simone, « je te demande pardon, j'ai eu tort, mais il ne faut pas trop m'en vouloir, je t'aime tellement, je t'aime trop. » Et elle soupira. « J'aurais tant voulu être ta femme. » « Puisque c'est impossible, » déclarait Bellegarde, avec un accent de compassion sous lequel on devinait une volonté inébranlable. « Tu me l'as déjà dit. » Et, tout en désignant des lettres éparpillées sur un petit meuble placé à portée d'elle, la jeune femme ajouta « Tu me l'as même écrit, mais assieds-toi près de moi, que j'ai encore au moins, ne fût-ce que quelques minutes, l'illusion que tu es toujours un peu à moi. » Jacques obéit. Simone reprit aussitôt. « Tes chères lettres, que chaque jour je trouvais à mon réveil, veux-tu que nous les relisions ensemble? Tu ne me réponds pas « Je t'ennuie ?» C'est terrible. Oh, pourquoi ai-je voulu t'avoir tout à fait? Je le sens bien, c'est mon idée de mariage qui a tout gâté. J'ai rompu le charme. Tu es comme moi autrefois, jaloux de ta liberté. » Sa main s'enfuit vers les lettres. Elle en prit une. Bellegarde eut un geste qui signifiait « À quoi bon ?» Mais déjà Simone, d'une voix désespérée, lisait. « Il faut renoncer à ce projet. Tu es riche et je suis sans fortune. Je ne puis pourtant pas commettre un crime. » N'ai-je pas raison?
observait Jacques. Simone reposa sa lettre sur le meuble. Puis elle laissa retomber la tête contre l'épaule de son amie. Elle ne parlait plus, elle pleurait. Bellegarde sentait son cœur battre précipitamment contre le sien. Elle cherchait sa main timidement, comme si elle craignait qu'elle se refusât à son étreinte. Elle la saisit, l'enserra lentement, lentement. Envahi d'une pitié qui réveillait en lui ce qu'il avait cru être de l'amour, mais n'avait été qu'une fantaisie, Jacques allait, d'un impulsif et brûlant baiser, sceller de nouveau la chaîne qu'il croyait avoir à tout jamais rompue, lorsque la pensée de Colette surgit tout à coup dans son esprit. L'espace d'un éclair, il se figura qu'elle était là, tout près de lui, qu'elle se penchait à son oreille, et qu'elle lui murmurait « Prenez garde ». Instantanément, Bellegarde eut l'impression qu'une main le retenait au bord du précipice. Sa volonté, tout d'un coup, s'en trouva raffermie. Et avec l'inconsciente cruauté d'un homme qui a hâte d'en finir, il s'écria « Non, je ne veux pas, je ne peux pas ». Simone s'effondra et se cacha la tête dans les coussins. Jacques la regarda, et se souvenant de ce que mademoiselle Bergen lui avait dit quelques instants auparavant, il songea « Si c'était vrai ». Et son angoisse se traduisit par cette pensée « Si j'allais la tuer ?» Secoué d'une émotion contre laquelle il était à présent incapable de se défendre, il allait s'approcher d'elle, et sinon lui céder entièrement, mais tout au moins lui rendre assez d'espoir pour qu'elle se reprît à accepter la vie, lorsque brusquement Simone se releva. Bellegarde eut un sursaut d'étonnement. Elle était entièrement transformée. Certes, son visage portait encore la trace, mieux que de ses larmes, c'est-à-dire de tout l'affreux désarroi qui l'avait bouleversé. Mais il révélait surtout d'une résignation que seule peut inspirer l'acceptation subite d'un total sacrifice. Le reporter, troublé par ce si brusque revirement, se demandait « Que s'est-il passé en elle et que va-t-elle me dire ?» Debout, très calme, d'une voix dans laquelle il n'y avait plus trace de sanglots, toute pleine à la fois de mélancolie et de courage, humaine et touchante expression d'un deuil librement consenti et vaillamment supporté, Simone scanda. « La lumière vient de se faire en moi. C'est toi qui as raison. Je t'ai adoré et je t'adore encore. Toi, tu croyais m'aimer lorsque je ne t'avais inspiré qu'un caprice. Prolonger un tel malentendu serait vouloir notre commun malheur. J'abîmerais ta vie et tu désolerais la mienne. Mieux vaut donc nous séparer. » Simone, tu peux partir sans crainte. Je n'ai contre toi aucune amertume, et je ne veux garder, au cours des jours que je vais vivre, que le souvenir d'un rêve qui était trop beau pour ne point s'évanouir. Les jours que je vais vivre. Ces mots sur lesquels Simone avait particulièrement insisté parurent libérer Bellegarde d'une grande anxiété. « Simone, fit-il, très ému, c'est à mon tour de te demander pardon. »« Je te le répète, affirmait la jeune femme, je ne t'en veux pas. Je souhaite au contraire que tu réussisses brillamment dans la carrière que tu as choisie, et au cours de laquelle, je m'en rends compte à présent, j'ai été déjà pour toi une entrave. Adieu, Jacques, va et sois heureux. »« Adieu, Simone, reprit Bellegarde. Et s'emparant de la main de son ami, pour la dernière fois, il y appuya ses lèvres. Simone détourna la tête pour ne pas le voir partir. Quand il eut disparu, sans une larme, sans un soupir, sans une plainte, elle s'en fut, d'un geste las, ramasser les lettres éparses sur le petit meuble. Elle en fit un paquet, qu'elle noua avec une faveur bleue qui traînait à côté d'elle, et elle l'enferma dans son secrétaire. Alors brusquement, elle porta la main à sa poitrine et voulut faire quelques pas. Mais chancelant et tournant sur elle-même, elle tomba inanimée sur le parquet. Au même moment, une tenture se soulevait. C'était mademoiselle Bergen et Maurice de Thouars qui se précipitaient à son secours. Tandis que monsieur de Thouars la transportait sur le divan, mademoiselle Bergen appelait les domestiques. Juliette, la femme de chambre, accourut la première. « Vite, un flacon de sel !» réclamait la demoiselle de compagnie, qui avait rejoint Simone et soutenait dans ses bras sa tête pâle et alanguie. Avec colère, Maurice de Thouars s'écriait « Ce journaliste, c'est lui qui l'a assassiné !» Tandis que le bellâtre proférait ce cri de haine contre Jacques,
Celui-ci filait à bonne allure dans son taxi, toujours suivi par le bossu mystérieux, qui semblait décidé à ne pas lâcher sa proie. Belphégor par Arthur Burned. Première partie, le mystère du Louvre. Chapitre 10, où Chantecoq entre en campagne. Chantecoq, après un rapide déjeuner, avait regagné son cabinet de travail où il s'était enfermé. Il s'était procuré une histoire du Louvre à travers les âges, qu'il s'était mis à étudier avec une extrême attention. Le texte et les nombreuses gravures qui l'illustraient avaient été, de sa part, l'objet d'un examen approfondi. Sans doute espérait-il découvrir dans cet ouvrage très complet un indice qui lui permettrait de repérer l'endroit par où le fantôme s'était introduit dans le musée. Mais au bout de 2 heures de recherche, il n'avait encore rien trouvé, et Chantecoq allait refermer son livre, lorsque son domestique apparut, portant une carte sur un plateau. C'était celle de Jacques Bellegarde. Le détective donna l'ordre d'introduire aussitôt le reporter. Dès que celui-ci parut, Chantecoq s'enfuit vers lui avec empressement, et par une cordiale poignée de main, il l'invita à prendre place sur un siège, placé devant son bureau. « Tout d'abord, attaquait Bellegarde, permettez-moi de vous remercier encore. Pourquoi donc ? Sans vous, la nuit dernière, je subissais le sort du gardien Sabara. Si je vous disais que c'était un peu et même beaucoup ma faute, répliquait Chantecoq, avec un fin sourire. Allons donc, s'écriait Bellegarde. Je savais, déclarait le détective, que vous deviez passer la nuit dernière dans la salle des dieux barbares. Vous savez donc tout. C'est mon métier. J'ajoute que je n'avais qu'un mot à dire pour vous en empêcher. Si je ne l'ai pas fait, c'est parce que, d'abord, je n'étais pas fâché qu'un témoin de qualité assistât à la scène que je prévoyais, puis qu'il y eût là un homme de votre courage pour me prêter au besoin main forte. Vous voyez bien, cher monsieur, que vous ne devez aucune reconnaissance. Malheureusement, les choses ont moins bien tourné que je ne l'espérais. Enfin, l'essentiel est que nous soyons encore là tous les deux, plus décidés que jamais. N'est-ce pas à tirer au clair cette singulière affaire ? Plus que jamais, en effet, monsieur Chantecoq, affirmait le journaliste avec force. À la bonne heure, scandait le détective. Je vois que nous sommes faits pour nous entendre. Et tout de suite il ajouta. M'avez-vous apporté les documents dont vous m'avez parlé hier soir ? Les voici, répliquait aussitôt Bellegarde en lui remettant les 2 lettres signées Belphégor. Chantecoq s'en empara et les lut attentivement. Ce Belphégor a vraiment de l'audace, déclara-t-il d'un ton grave. C'est tout à fait mon avis. Puis-je garder les lettres ? Je vous en prie. Et Chantecoq, tout en les envoyant rejoindre dans l'un des tiroirs de son bureau le pneumatique que le reporter lui avait adressé le matin même, répliqua d'un air quelque peu énigmatique. Je vais les examiner dès ce soir avec la plus grande attention, et peut-être me fourniront-elles un indice capable de me lancer sur une bonne piste. Mais un cri de surprise échappait à Jacques. Ce n'était nullement la déclaration de Chantecoq qui le lui arrachait, mais l'apparition soudaine dans le studio de la délicieuse Parisienne, dont l'image le hantait si puissamment depuis que, par 3 fois et dans des circonstances si singulières, il l'avait rencontrée sur sa route. Colette, qui portait une toilette de ville d'une élégante simplicité, complétée d'un charmant chapeau-cloche qui lui essayait à ravir, s'avançait vers son père, et tout en feignant de ne pas remarquer la présence du journaliste, elle annonçait joyeusement « Papa, je suis prête !» « Monsieur Bellegarde, présentait le détective en souriant, ma fille et ma secrétaire. »« Mademoiselle, balbutiait Jacques troublé, en regardant tour à tour Colette et Chantecoq. Celui-ci, tout en accentuant son sourire, reprenait. « Comment, vous n'aviez pas deviné ? C'est-à-dire que... » hésitait le jeune homme. Mais Colette, désireuse de lui éviter l'évocation d'un incident dont il ne pouvait avoir conservé qu'un souvenir désagréable, lui tendait franchement la main tout en disant « N'est-ce pas, monsieur Bellegarde, que mon père possède, au suprême degré, l'art de se camoufler ? C'est tout simplement admirable, déclarait Bellegarde, enchanté de cette diversion. Il peut, continuait Colette, s'incarner dans 20 personnages différents, et je mets au défi l'œil le plus exercé de le reconnaître. Ainsi moi-même,
il m'est arrivé de passer près de lui dans la rue, sans le reconnaître. Et pourtant, s'écrie le détective, je n'ai jamais été comédien. Ne voudrais pas être indiscret, reprenait le journaliste. Je vois que vous vous prépariez à sortir. En effet, répliquait Shandcock, j'ai l'intention de me rendre au Louvre avec ma fille. Voulez-vous nous y accompagner ? Très volontiers. Seulement, observait Colette, il faudra nous dépêcher, si nous voulons arriver avant la fermeture. J'ai là justement une voiture, déclarait Jacques. Eh bien, filons, conclut le détective. Un instant après, il montait dans le taxi du reporter qui, stationnait avenue des Ternes. Non loin de là, le bossu dans sa voiturette était toujours aux aguets. Sans doute attachait-il une grande importance aux allées et venues de celui qu'il filait avec une si opiniâtre insistance, car tout en feignant de s'absorber dans la lecture de son journal, il n'avait cessé de lancer de rapides coups d'œil vers la grille ouverte qui sert d'entrée à l'allée de Verzy. Lorsqu'il aperçut Chantecoq, Bellegarde et Colette, un sourire de satisfaction erra sur ses lèvres minces et décolorées. À haute voix, le reporter lançait au chauffeur « Au musée du Louvre ». Tous trois prirent place dans le taxi qui démarra. Le bossu, jetant son journal sur le trottoir, saisit son volant, et tout en mettant son véhicule en marche, il grommela. « Alors, c'est la triple alliance !» Et tout en ricanant, il scanda. « Soit, mais rira bien, qui rira le dernier ?» 20 minutes après, le taxi s'arrêtait dans la grande cour du Louvre. Ses trois occupants descendirent, et tandis que Bellegarde réglait le chauffeur, le bossu rangeait sa voiturette à une 50aine de mètres de là, le long du trottoir. Le journaliste, ayant rejoint le détective et sa fille, tous trois pénétrèrent dans le palais et se dirigèrent tout droit vers l'escalier de la Victoire de Samothrace, qui, chance inespérée, était absolument désert. Arrivés sur le palier, ils s'arrêtèrent. Chantecoq, qui, doué d'une excellente mémoire, avait exactement repéré l'endroit où le fantôme s'était littéralement fondu dans les ténèbres, demanda à Bellegarde. « C'est bien là, n'est-ce pas, qu'il a disparu ? C'est bien là. » Le détective promena autour de lui un long regard qui finit par se fixer sur un gros pilier placé à gauche et en retrait de la rampe. Et tout en le désignant du doigt, il reprit. « Je suis persuadé qu'il doit exister là une issue secrète. Je ne puis en effet m'expliquer autrement l'évasion de notre bandit. » Et prenant dans la poche de son veston une loupe puissante, il se mit à examiner consciencieusement le pilier, depuis la base jusqu'à hauteur d'homme. Bientôt, l'air un peu désappointé, il déclarait. « Je n'aperçois aucune solution de continuité, pas la moindre fissure. Partout, la patine de la pierre est uniforme et pourtant, remplaçant sa loupe par un petit marteau en acier, il en frappa plusieurs coups espacés le long de la colonne. Mais son ouïe, qui était d'une finesse exercée, ne perçut aucun son creux. « Rien, grommela-t-il, c'est bizarre. » Et tout en faisant disparaître ses deux instruments d'investigation, il ajouta. « Cherchons ailleurs. Les dalles ? Aucun passage ne peut avoir été pratiqué parmi elles, puisqu'il ne pourrait qu'aboutir à la voûte de l'escalier, et donc à aucun souterrain indispensable pour s'enfuir, à moins que... » Chantecoq réfléchit un instant, puis il reprit. « Oui, à moins qu'il n'y ait là-dessous une simple cachette dont le fantôme aurait surpris le secret, et dans laquelle il se serait réfugié quand nous le serrions de près, et d'où il sera sorti lorsqu'il n'y aura plus personne. » De nouveau, le détective regarda autour de lui. « C'est sur la gauche qu'il a bondi. Voyons un peu de ce côté. » Il se dirigea vers une muraille recouverte d'une épaisse et sombre tenture qu'il souleva. Elle recouvrait une porte en chêne massif, défendue par une épaisse serrure. Cette porte, observa-t-il, est condamnée depuis longtemps. Voyons cependant où elle donne. Et tirant de sa poche un plan du musée, il allait le consulter, lorsque retentit le cri quotidien et réglementaire « On ferme !» Un flot de visiteurs poussé par un gardien apparut au sommet de l'escalier. « Fini pour aujourd'hui !» conclut Chantecoq. « Allons-nous-en. » « Eh bien, monsieur Chantecoq, qu'en dites-vous » interrogeait Bellegarde en descendant les marches. « Je pense, répliquait le père de Colette,
que ce serait perdre son temps que de chercher à savoir par où le fantôme est entré au Louvre et en est sorti, et que mieux vaut chercher plutôt à savoir ce qu'il y est venu faire. Pour cela, reprenait Colette, il faudrait que nous puissions pénétrer dans la salle des dieux barbares. J'y songe, ponctuait le détective. Malheureusement, faisait observer Bellegarde, l'accès en est toujours interdit au public, et je ne crois pas que la police, sous les traits de notre cher ami Ménardier, soit disposée à faire une exception en notre faveur. Tout en cheminant, nos trois interlocuteurs avaient gagné la grande cour, et étaient arrivés à la hauteur de la voiturette du bossu, qui stationnait toujours le long du trottoir, mais vide, cette fois, de son conducteur. Ils allaient continuer leur route, lorsqu'une voix puissante retentit tout près d'eux. « Monsieur Chantecoq, monsieur Chantecoq !» Ils se retournèrent. Pierre Gautret, sa casquette à la main et l'air navré, se tenait devant eux. « Eh bien, mon brave, qu'y a-t-il donc » interrogeait le grand limier. « Ça y est, je suis révoqué » expliquait le gardien d'un ton désespéré. Tout en le fixant bien dans les yeux, Chantecoq reprenait. « Tu sais ce que je t'ai promis ?»« Alors, s'écria Gautret, vous me prenez à votre service ? Ainsi que ta femme. »« Nous avons justement besoin d'une bonne cuisinière, soulignait gaiement Colette, et je sais que Marie-Jeanne est un vrai cordon bleu. »« Ça, appuyait Gautret, j'en réponds, et je vous prie de croire que vous allez être soigné. »« Alors, s'exclamait Jacques, avec bonne humeur, vous m'enlevez ma femme de ménage ? Je vous demande pardon, j'ignorais, s'excusait la jeune fille. Je vous en prie, ne vous gênez pas, s'empressait de déclarer le reporter. Certes, je tenais beaucoup à Marie-Jeanne, mais je m'en voudrais de vous priver, ainsi que monsieur votre père, des services de cette excellente femme. J'en serais quitte pour me procurer une autre femme de ménage. Marie-Jeanne vous trouvera ça, affirmait Gautret, ravi de la tournure que prenaient pour lui les événements. Et il ajouta rondement. Au revoir tout le monde et encore merci. L'excellent homme s'éloigna, tout exubérant de joie. Colette, s'avançant vers Jacques, qui s'apprêtait à prendre congé d'elle et de son père, lui dit « Moi aussi il faut que je vous remercie. »« De quoi donc, mademoiselle ? Mais du sacrifice que vous avez bien voulu consentir en notre faveur ? N'est-ce pas tout naturel ?» Et s'adressant au détective qui regardait les deux jeunes gens avec un bon sourire, le reporter ajouta « Quand aurai-je le grand plaisir de vous revoir ?» Avec bonhomie, Chantecoq répliquait « Mais quand vous voudrez, et le plus tôt sera le mieux. Au fait, j'y songe. Faites-nous donc l'amitié de venir dîner demain soir avec nous, sans cérémonie en famille. Vous pourrez ainsi goûter à la cuisine de votre femme de ménage. » Instinctivement, les yeux de Jacques se dirigèrent vers Colette. Tout en elle semblait, si bien exprimé, qu'elle espérait une réponse favorable, que sans hésiter il répondit « J'accepte avec plaisir ». Après de cordiales poignées de main, tous trois se séparèrent. Colette, en voyant partir Jacques, dit à son père, avec cette exquise spontanéité qui la caractérisait. « N'est-ce pas qu'il est charmant ?»« Comme le prince du même nom, » dit Chantecoq, en tapotant la joue de Colette qui se colora d'un joli rose. Et prenant le bras de son père, elle s'enfuit avec lui dans la direction du carrousel. Quand ils eurent fait quelques pas, la tête du mystérieux bossu émergea lentement de la voiturette, au fond de laquelle il se cachait. Et tout en suivant de son regard de batracien le détective et sa fille qui s'éloignaient en devisant gaiement, il murmura avec un hideux sourire. « Je crois que Belphégor sera content de moi. »